Bonjour à tous. Je m'appelle Dominique Aboudaram. Je suis directeur technique de Technologie Transfert et Training, qui est une PME spécialisée dans l'infrastructure informatique. Nous sommes partenaires Microsoft depuis 1997 et nous sommes partenaires aussi SharePoint. Enfin, nous avons les compétences SharePoint Portal depuis un certain nombre d'années. Nous avons investi Office 365 depuis le début, même depuis BPOS, car nous avons une clientèle de PME et on a en particulier sur les projets SharePoint une difficulté de budget et de fonctionnalité. Donc c'est pour ça que on a un petit peu travaillé sur cette plateforme. L'agenda aujourd'hui, donc c'est une introduction à Office 365. On va regarder les différents composants de l'offre, les fonctions. On va aussi comparer la version 365 et la version sur site de chacun des composants. Ensuite, les étapes de préparation, comment choisir les services, comment choisir les plans, quelles sont les architectures possibles, en particulier pour l'intégration avec l'entreprise, comment on peut intégrer avec l'Active Directory ou pas, et quels sont les scénarios pour MS Exchange, puisque avec MS Exchange, en fonction des versions, on peut avoir des scénarios hybrides. Donc ça peut être intéressant pour ajouter certaines fonctions à votre organisation existante. Et ensuite, on regardera quelles sont les étapes de validation des prérequis, et ça on le verra déjà dans la console Office 365, puisqu'il y a un certain nombre d'outils qui sont fournis pour gérer les étapes de préparation et de mise en œuvre du service. Ensuite, on verra les étapes de mise en service. Donc à partir de là, on fera plus de démonstrations. Je vous montrerai la console d'administration, les différentes parties, la partie client, l'expérience client. Et puis, on regardera aussi les services online complémentaires qui sont fournis. Il y a une console BlackBerry Server et d'autres produits comme CRM Online ou des fonctions de téléphonie qui peuvent nécessiter des third parties. Alors, avant d'aller plus loin, je me permets de vous demander un petit peu quelle est l'audience. Qui est déjà client Office 365 ? D'accord. Qui a déjà effectué une évaluation ? Qui a regardé l'offre ? Et qui n'a aucune idée du produit ? D'accord. Bon, ça me permet de passer plus ou moins de temps sur chaque fonction. D'accord, alors on va déjà commencer par la base, les composants de la suite Office 365. Donc malgré son nom, il y a 3 composants qui sont des composants serveurs hostés et un composant client installé. Donc Office 365, c'est pas une version web de MS Office. Le composant MS Office, c'est MS Office Pro Plus, le produit qu'on installe sur le poste de travail. Et c'est pas le premier élément de l'offre Office 365, ça fait partie des éléments. Ce qui est à disposition dans cette suite, c'est surtout Exchange Online, donc le serveur MS Exchange Online, SharePoint Online et Lync Online. Donc le mode de licensing, donc c'est de la location pure et simple. Donc c'est par utilisateur et par mois. Donc si on abandonne un abonnement pour un utilisateur, on est obligé de désinstaller si on a le composant Office. On n'a pas de minimum d'utilisateurs. Ça c'est quelque chose qui a évolué dans le temps. Au début, vous aviez un petit package pour les PME de 5 users. Là, vous pouvez commencer à un utilisateur et une fonction. Et cet abonnement va donner le droit automatique aux évolutions de la plateforme. Alors je précise la plateforme Office 365, pas forcément les évolutions de version au moment où le produit sort. C'est-à-dire que quand 365 va passer dans le nouvel environnement 2013 avec Office 2013, à ce moment-là, on aura droit de downloader la mise à jour. Pour ceux qui connaissent la version précédente qui s'appelait BPOS, donc tous les utilisateurs c'était les plateformes sur SharePoint 2007, Exchange 2007. Donc quand il y a eu la migration, donc évidemment les utilisateurs sont passés automatiquement aux versions 2010. Ce sont des choses qui sont planifiées et qui interviennent en général après la sortie des produits sur site. Alors, le mode de licence aussi est par famille de clients. Donc, si vous êtes un établissement privé, il y a 3 modèles. C'est ce qu'on va un petit peu détailler. Il y a des plans spécifiques éducation. Est-ce qu'ici, il y a des gens qui sont des universités, des écoles, etc. Alors, les plans spécifiques sont juste extraordinaires. Je ne vais pas trop les détailler, mais globalement, vous avez 2 plans gratuits.
Et ensuite, donc pour tous vos élèves, etc., qui correspond au mode kiosque, dont je vais parler plus tard. Et ensuite, vous avez des plans qui détaillent avec un coût différent pour les élèves et pour les administratifs et profs. Et les établissements publics ont un pricing aussi spécifique. Ces plans sont intervenus après le démarrage d'Office 365, ce qui fait qu'au début, c'était pas du tout intéressant pour les éducations et publics de passer sur cette plateforme, alors que maintenant, il y a des tarifs et une offre particulière. Pour les entreprises, je vais détailler plus en détail après. Alors, vous achetez des plans ou des fonctions individualisées, c'est-à-dire que si vous voulez du... Oups, excusez-moi. Je traîne. Donc, si vous voulez des fonctions, par exemple, Exchange basique, vous pouvez l'acheter, mais l'ensemble, il y a des bundles qui sont fournis que je vais évidemment détailler. Le choix des fonctions n'est pas global, mais c'est utilisateur par utilisateur. Donc, on doit déjà faire une espèce de panorama des utilisateurs dans l'entreprise et définir qui a besoin de quoi avant de faire les choix. Et évidemment, on peut évoluer. C'est beaucoup plus facile d'évoluer à la hausse qu'à la baisse en général. On verra dans la console, on peut rajouter des compléments. Pour baisser, il faut appeler le support. Alors la première étape dans la préparation, évidemment, c'est de choisir les plans. Alors il y a un plan qui s'appelle le plan P pour PME et pour pas possible. Alors c'est pas cher, 6 francs 50 par utilisateur et par mois. C'est limité à 50 utilisateurs et quand vous arrivez au 51e, vous ne pouvez plus rien faire. Vous avez toutes les fonctions de base. Il n'y a pas de support téléphonique. Office 365, c'est un produit très récent. Alors vous allez voir, on a une console d'administration. On peut faire un certain nombre de choses en mode console, mais il y a un certain nombre de choses que si vous n'avez pas accès au support, bah, vous ne pourrez jamais le faire. Donc voilà. Et ce n'est pas évolutif. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas passer du plan P vers un plan E. Les plans E sont des plans... Donc c'est un petit peu comme Small Business Server... pour les historiens, la version par exemple 2000, vous pouviez plus jamais remonter. Voilà. Donc, bon, c'est une conférence Microsoft, je vous dis pas oubliez-le, mais regardez-le vite. Et en plus, on ne peut pas synchroniser Active Directory. Donc, si vous êtes si vous voulez avoir des utilisateurs qui soient les mêmes dans l'entreprise et sur votre mode Office, vous ne pouvez pas le faire avec le plan P. Donc, vraiment très très verrouillant. Voilà, on ne peut pas en sortir. Alors ensuite, on a cette notion de kiosque ou entreprise. Alors, l'utilisateur de type kiosque, c'est le travailleur mobile, c'est-à-dire il n'a pas de poste de travail ou d'accès, il fait un accès occasionnel, donc il va avoir une taille de boîte aux lettres relativement petite, 1 giga, c'est déjà pas mal. On ne lui attribue pas d'espace particulier dans SharePoint, il peut accéder à sa messagerie en OOA, en POP, ou en ActiveSync. ActiveSync, ça a été rajouté. Au départ, c'était que du POP ou de l'OA. Mais il n'y a pas de connectivité client. C'est-à-dire qu'il ne peut pas utiliser Outlook, sauf en mode POP. Mais évidemment, il ne voit pas le Global Address Book, etc. Donc, c'est un accès très particulier. Par contre, au niveau de SharePoint, vous le verrez, il a des fonctions. Alors, il n'a pas des fonctions avancées en termes de saisie, etc. Mais il peut remplir des formulaires InfoPass. Il peut avoir la fonction Search. Je rentrerai un peu plus en détail après. Donc, les fonctions qu'il utilise sont pas forcément des fonctions basiques, mais il ne les utilise qu'avec un accès restreint. Et il a, dans certains cas, droit à l'Office Web App. Donc les plans dits entreprise, donc l'utilisateur entreprise, donc c'est le fameux information worker, c'est-à-dire la personne qui a vraiment besoin de manipuler des données et d'utiliser le poste de travail. Donc dans les packages standards, il va avoir des boîtes aux lettres de 25 gigas ou plus, on va lui allouer de l'espace SharePoint. Il a évidemment la connectivité client, donc avec Outlook, avec SharePoint. Pardon. Les fonctions de mobilité, Link. Qu'est-ce qu'utilise Link? D'accord, ok. Donc, un certain nombre de fonctions de Link, accès Exchange et SharePoint, et éventuellement Office Pro+. Donc, c'est deux types d'utilisateurs très différents. Alors, là, c'est un espèce de synthèse. Je veux juste vous montrer la synthèse. Ensuite, on va détailler par type de service, quel service choisir. Ce qui est important à voir, en fait, par couleur, vous avez les produits. Donc là, vous avez Exchange. Et vous voyez qu'il y a différentes couches en fonction. Donc, sur la droite, vous avez les plans. Donc, plus vous payez cher, plus vous avez de fonctions, normal. Mais
c'est pas, par exemple, pour un même produit, Exchange, vous avez un premier niveau de service ici, puis un deuxième niveau de service. De la même façon pour Lync, vous avez un premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau, et pour SharePoint, un ou deux niveaux. Donc, pour ceux qui, évidemment, vous connaissez tous les produits sur site. Donc, par exemple, sur Exchange, on va voir que ça va être les fonctions entre guillemets standard ou enterprise. Des fois, ça ne suit pas exactement la logique. Par exemple, dans SharePoint, même dans les packages de base, on a certaines fonctions entreprises qui vont être disponibles ou pas. On accède, donc en fonction de votre niveau de besoin de chaque produit, vous pouvez choisir de monter en puissance. Donc, Office Pro Plus, c'est juste le produit MS Office Pro Plus, suite complète. Alors, quelles sont les particularités? Donc, c'est un contrat de location minimum 1 année par utilisateur, et chaque utilisateur peut l'installer sur 5 devices. Vous avez droit aux mises à jour lorsqu'elles seront disponibles. Par contre, il y a une phrase importante à ne pas oublier, ça ne peut pas s'installer sur un terminal serveur. Alors, c'est utile. Par exemple, si vous êtes sur des postes de travail traditionnels et que vous voulez évoluer de version, vous pouvez l'acheter tout à fait tout seul. Vous n'êtes pas du tout obligé, même si les fonctions de cloud ne vous intéressent pas. Vous pouvez très bien utiliser Office 365 que pour acheter Office. Par contre, si un utilisateur a besoin sur un terminal serveur, vous êtes obligé d'acheter une autre licence. Donc ça, c'est une restriction qui est importante. On ne sait pas si elle va être levée ou si elle va continuer, mais en tout cas, on a testé pour vous, ça ne marche pas du tout. Hein. Et c'est marqué tout petit dans la doc. Donc, le Office Pro Plus, c'est pas le premier produit, c'est pas le produit qui est disponible immédiatement. Il est disponible soit en souscription seule, donc si vous avez vraiment simplement besoin d'Office, ou bien dans les plans E3 et E4. Et pour les éducations, dès le premier plan payant, vous avez droit à la suite Office. Par exemple, pour un étudiant, c'est 2 francs par mois. Enfin, c'est assez spectaculaire. Pour Exchange Online, alors Exchange Online, c'est l'offre, je dirais, la plus aboutie. Vous avez quasiment 95% des fonctionnalités de la version site. Vous pouvez faire des scénarios hybrides, donc soit pendant la migration pour transiter vos boîtes aux lettres, soit pour une cohabitation à long terme. Excusez-moi. Par exemple, si vous avez un certain nombre d'utilisateurs qui sont sur un site distant et que vous trouvez qu'il y a trop de lag ou vous voulez pas qu'ils se connectent à votre environnement. Il y a aussi une particularité, vous pouvez faire un scénario hybride pour prendre uniquement la partie archivage. Donc si vous avez un serveur SharePoint, mais que vous êtes intéressé par les fonctions d'archivage et que vous voulez pas lester votre serveur SharePoint de l'entreprise, vous pouvez très bien louer uniquement les fonctions d'archivage pour certains ou pour tous vos utilisateurs. Et il n'y a pas de dossier public. Donc ça, depuis déjà BPOS, si vous avez besoin de dossiers publics, il faut prendre l'abonnement qui comprend aussi SharePoint. Et on va utiliser SharePoint, par exemple, si vous voulez des contacts partagés, des calendriers partagés, etc. Donc depuis un certain nombre de versions, Microsoft essaie de faire disparaître les dossiers publics. Donc sur site, ils n'ont pas réussi, mais sur le online, c'est la première chose qu'ils ont fait. Donc ça, c'est si vous avez des tonnes de dossiers publics, vous ne pourrez pas les convertir, il faut envisager de les... Qu'est-ce qu'utilisent les dossiers publics? Quand même. D'accord. Alors, la transition se fait. Il y a certaines fonctions que vous ne trouverez pas dans les dossiers SharePoint. Par exemple, si vous avez des listes de contacts avec des listes de distribution dans vos dossiers publics, vous allez avoir le problème parce qu'on ne peut pas avoir de liste de distribution dans une liste SharePoint de type contact. Alors, l'utilisateur kiosque, donc, excusez-moi, j'ai pas corrigé, c'était 500 mégas, mais maintenant il a 1 giga. Donc, il a un accès OWA, il a un accès POP, pas IMAP, et il a un accès ActiveSync depuis relativement récemment. Donc, si vous avez des utilisateurs qui ont des smartphones, etc., ça fonctionne très bien comme ça. Ensuite, vous avez un premier plan. Donc ce plan 1 donne une boîte aux lettres de 25 gigabits par utilisateur, tous les accès, donc OWA, POP, IMAP, évidemment Outlook, etc. Toutes les stratégies... Qui est-ce qui est sur Exchange 2010 ? D'accord. Donc toutes les stratégies, vous pouvez créer des stratégies de groupe, etc. Et vous avez l'intégration
à Lync. Donc on verra, je vous montrerai le client. Donc vous pouvez planifier des réunions, vous avez les indicateurs de présence, vous pouvez appeler depuis le Exchange Plan 1. Au niveau du plan 2, alors vous avez une taille illimitée en particulier pour l'archive. La boîte aux lettres reste à 25 Go. Vous avez les fonctions d'archivage et vous avez les fonctions de Enterprise, c'est-à-dire les rétentions, le legal hold, donc le blocage légal, mais aussi vous pouvez faire des stratégies de rétention de certains dossiers, et vous avez l'intégration de la voix, c'est-à-dire que vous pouvez recevoir vos messages de boîte vocale, etc. Donc toutes les fonctions voix qui sont disponibles dans la version Exchange 2010 sur site sont disponibles pour un utilisateur qui a droit au plan 2. Vous pouvez séparément prendre l'archivage en ligne. C'est-à-dire qu'un utilisateur kiosque peut, si vous lui rajoutez un complément, avoir droit à l'archivage en ligne, et de la même façon sur le plan P1. Donc on a une certaine souplesse. Si vous avez principalement des utilisateurs kiosques, mais que vous voulez quand même garder, leur donner cette possibilité d'archivage, c'est possible. Et vous pouvez aussi prendre l'archivage en ligne tout seul, si vous êtes en mode hybride et que vous voulez juste utiliser l'archivage. SharePoint Online, il y a à peu près 75% des fonctions. Et là, ce qui est intéressant, c'est que vous avez les fonctions avancées. C'est-à-dire que c'est SharePoint, Portal, fonction Enterprise, Fast Search, connecteur externe, avec certaines restrictions dont je vais parler. Donc, de base, quand vous ouvrez un contrat 365, vous avez droit à 10 Go. Et ensuite, pour chaque utilisateur non kiosque, vous allez avoir 500 mégas ajoutés. Alors ça paraît pas très important, ça a déjà été doublé. Au début c'était 256 par utilisateur, mais vous pouvez acheter de l'espace complémentaire, donc au fur et à mesure que vous grossissez. Et il y a aussi une capacité de calcul, donc on voit quand on installe les applicatifs qu'on peut attribuer une certaine capacité. En termes de fonctions avancées, vous pouvez inviter des utilisateurs externes jusqu'à 10 000. Donc c'est pas mal si vous connaissez le prix du connecteur SharePoint. Vous avez droit à Fast Search, ce qui est aussi pas mal si vous connaissez le prix de Fast Search, qui est à 28 000 francs, mais qui sera gratuit dans la prochaine version. Vous pouvez avoir 300 collections de sites. Vous avez l'intégration Forefront Security. Par contre, vous n'avez pas d'accès anonyme. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas utiliser Office 365 si vous voulez faire du SharePoint juste pour de la publication de sites web ou les fonctions de sites web. C'est impossible. Il existe juste un petit site public auquel on peut donner un accès anonyme, mais c'est vraiment un micro, je vous montrerai, mais il n'y a aucune fonction de SharePoint là-dedans. On peut même pas intégrer une liste, etc. Donc si vous avez besoin d'accès anonyme sur votre serveur SharePoint, vous ne pouvez pas le faire avec cette version. Qui est-ce qui utilise actuellement les fonctions de connecteur ou d'accès anonyme à votre site SharePoint? Bon, ben, donc ça continue comme ça. Donc l'utilisateur kiosque, il n'a pas de rajout. Quand vous prenez un utilisateur kiosque, ça ne rajoute pas au volume de données. Alors l'espace, c'est un espace qui est fédéré, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous prenez un utilisateur en plus, ça ajoute la capacité globale. Après, vous pouvez mettre des quotas ou pas, mais c'est un espace global, évidemment. Il a accès au Team Site, il n'a pas le My Site, donc on a aussi le My Site, évidemment, pour les autres utilisateurs. Et il a bizarrement accès à certaines fonctions Enterprise, mais limitées. Par exemple, si vous avez créé des formulaires Infopass, il pourra saisir, il pourra répondre à des questionnaires, mais évidemment, il ne pourra pas publier. Donc, il a accès aux fonctions de recherche, donc il pourra rechercher de l'information. Pour le plan 1, en fait, le SharePoint plan 1, principalement, correspond aux fonctions standards du SharePoint Portal. Donc vous avez toutes les fonctions standards, les Team Site, My Site, etc. Le plan 2 vous donne accès à toutes les fonctions Enterprise. Alors, vous avez les services Access Services, donc vous pouvez publier des applications Access. Business Connectivity Services, donc vous pouvez
dans votre portail SharePoint online, interroger des données qui viennent d'applications autres de votre entreprise ou de Azure. Alors pour un SQL Azure, il faut passer par un service intermédiaire, mais donc vous pouvez interroger des données externes. Vous avez le InfoPass Services, Form Services, Excel Services et Visio Services. Donc vous avez l'ensemble des fonctions Enterprise de SharePoint qui sont disponibles. Voilà. Alors, excusez-moi, il me manque un petit bout. Vous avez donc le Office Web Apps en mode read-write qui sera disponible donc dans certains plans. Ça, on le verra. Donc, si vous prenez les plans SharePoint entre guillemets, vous n'avez pas les Office Web Apps en mode read-write. Par contre, si vous prenez dans les bundles, je vais remontrer le récapitulatif, vous avez accès aux Office Web Apps. Alors, Link Online, bon, je ne vais pas lire toutes les fonctions, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 3 plans pour Link Online. Et le premier plan s'arrête assez vite, c'est-à-dire que, par exemple, vous n'avez pas de online meeting. Vous n'avez pas tout ce qui est donc fonctions multi-utilisateurs, etc., que vous allez trouver dans le Link Online plan 2. Donc, le plan 1, c'est vraiment vous connecter, instant messaging, appeler quelqu'un d'autre sur Link, et puis voilà. Ensuite, vous avez un plan 3 Link Online qui vous permet de vous connecter avec un opérateur third party pour pouvoir utiliser la téléphonie normale. Alors pour l'instant, ils sont en Angleterre, aux États-Unis. Bon, on est en train de faire des essais, mais pour l'instant, c'est une fonctionnalité. Ou alors, avec le plan 3, vous pouvez, si vous avez un communication server interne à l'entreprise, vous pouvez utiliser. Donc je reviens à mon schéma de tout à l'heure. Donc là, ce que vous voyez, en fait, dans les différents plans, c'est les niveaux 1, 2 ou 3. Donc là, on a Link 1, Link 2, Link 3. Donc vous voyez que si vous voulez le niveau avancé de Link, avec toutes les fonctions de téléphonie, etc., c'est le pack E4, donc c'est vraiment le plan qui donne toutes les fonctions. Office est assez haut, c'est-à-dire que si vous voulez avoir Office, c'est le pack E3 ou E4, ou tout seul. Là, pareil pour SharePoint, niveau 1 de SharePoint et niveau 2 de SharePoint, et avec l'option Office Web App, et là Exchange, niveau 1 de Exchange, et puis fonction avancée d'Exchange. Donc vous voyez que en fait, c'est pas... et vous retrouvez exactement la même chose, vous pouvez acheter les produits séparément, et ils sont aussi séparés par fonction. Donc la première chose à faire, c'est un espèce de tableau pour chaque type d'utilisateur, quelle fonction il a besoin pour pouvoir déterminer qu'est-ce que vous allez choisir ou acheter. Si vous faites une évaluation, vous avez droit directement au pack E3, donc beaucoup de confort. Donc il faut faire attention quand vous êtes en phase d'évaluation, de vérifier que les fonctions qui vous intéressent ne sont pas des fonctions que vous n'allez pas ensuite mettre à disposition des utilisateurs. Alors, ensuite, les architectures possibles. Alors là, quelles sont les possibilités d'intégration avec Active Directory? Donc je rappelle, si vous avez un plan P, aucune. Et ensuite, excusez-moi. Donc actuellement, il y a 3 scénarios. Soit le scénario le plus basique, c'est Authentication avec une online ID. Alors là, il n'y a aucun prérequis. Mais c'est comme si vous aviez 2 entreprises séparées. Vous avez votre entreprise d'un côté, votre environnement Office 365. Vous avez 2 jeux d'identifiants, votre utilisateur Active Directory, votre utilisateur 365. Il n'y a rien à déployer. Évidemment, on ne peut pas parler de single sign-on. On a 2 sign. C'est une indépendance totale entre votre environnement interne et Office 365. Donc si votre environnement n'est pas accessible à l'extérieur, vous pouvez toujours accéder à Office 365. Mais évidemment, il y a un peu de redondance. En plus, dans Office 365, il y a des règles de mots de passe complexes, etc. Donc voilà. La deuxième possibilité, c'est la Directory Synchronization. Donc là, en fait, c'est une synchronisation, c'est-à-dire que vos identifiants, donc vos utilisateurs, etc., sont gérés par l'Active Directory. On va installer un outil qui va synchroniser l'Active Directory avec Office 365. Vous restez avec 2 jeux d'identifiants, c'est-à-dire que vous avez un mot de passe
dans l'environnement Office 365. Donc c'est pas le mot de passe AD qui va être recopié sur 365. On reste avec 2 mots de passe séparés. Donc ça peut poser des petits problèmes avec les utilisateurs, les durées de rétention, etc. Le Directory Synchronization Tool synchronise tous les comptes. Donc si vous estimez que dans l'entreprise, il y a des users sensibles que vous ne voulez pas pour une raison X, vous pouvez pas dire je choisis que tel OU soit synchronisé. Si vous mettez cet outil, tous les comptes de votre Active Directory vont être synchronisés dans votre Office 365. Donc ça, c'est une considération sauf les comptes admin, les comptes système, enfin certains comptes que vous avez prédéfinis, mais à part ça, tout part sur Office 365. Donc les informations de compte, tout ce qui est mis à jour, si vous mettez les champs, si vous remplissez un certain nombre de champs de l'Active Directory, vont être synchronisés, mais il y a quand même une indépendance des 2 choses avec une double authentification. Donc une fois encore, si votre environnement interne n'est pas disponible, Office 365 le reste. Vous pouvez choisir de faire une synchronisation que dans un sens, c'est-à-dire que de l'interne vers l'externe, ou dans les 2 sens. Et ça va être utilisé, c'est important pour quand vous travaillez en mode hybride avec Exchange, ça peut être assez dangereux si vous avez un utilisateur qui disparaît, etc. Donc on peut faire la synchronisation dans les 2 sens. Et on peut changer d'avis, c'est-à-dire qu'on peut toujours dire je casse la synchronisation, je remets la synchronisation, etc. Ça peut, quand on est en mode hybride d'Exchange, des fois poser des petits problèmes. Si par exemple vous avez effacé un utilisateur AD, voilà, la boîte aux lettres reste un peu orpheline, mais globalement, c'est pas un risque majeur. Parce que le pire qui peut vous arriver, c'est que des données, c'est pas les bonnes données qui ont été prises, mais voilà. Le 3e scénario, donc c'est le fameux scénario de single sign-on. Alors là, vous avez les identifiants qui sont gérés uniquement par l'Active Directory. Et là, on va mettre en place toute une architecture de ADFS, Active Directory Federation Services 2.0. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? Qui est-ce qui a déjà mis ça en route? D'accord. Donc, c'est quand même une architecture relativement lourde. Mais évidemment, vous avez du SSO. Je montrerai le schéma dans le slide suivant. C'est compatible avec le 2FA, Deux Factor Authentication. Donc, si vous mettez en place du SSO, vous pouvez ajouter un serveur de Deux Factor Authentication. Par exemple, si vous mettez un serveur RSA ou un serveur de clé, où vous avez un composant supplémentaire, un autre identifiant pour augmenter le niveau de sécurité au login. Par contre, si votre infrastructure ADFS 2 ou SSO tombe, vous ne pouvez plus accéder à Office 365. Donc ça, c'est quand même un scénario à mettre en place à partir d'une certaine taille d'entreprise. Si vous avez un seul contrôleur de domaine et une seule... De toute façon, on ne peut pas, parce qu'il faut quand même des serveurs identifiés. C'est relativement lourd. Donc je dirais que pour une petite structure, c'est quand même problématique. Donc voilà le schéma d'authentification. Vous avez donc la partie on-premises où il vous faut donc l'Active Directory, le serveur ADFS 2.0, la partie cloud, donc le client interne. Il manque un morceau là. Si vous avez quelqu'un en externe qui veut s'authentifier, il faut mettre aussi un ADFS de proxy serveur. Et donc si vous voulez une redondance et une sécurité, il faut multiplier tout ça. Donc votre client fait sa demande d'authentification à Office 365, il y a un retour. Sur le cloud, les Federation Gateway tient compte de sa demande. Il est redirigé vers le serveur ADFS 2.0 qui va vérifier que le login est bon dans Active Directory, qui renvoie l'autorisation, qui renvoie l'autorisation, qui renvoie l'autorisation. Donc c'est un processus qui est plus lourd, qui est beaucoup plus sécurisé. C'est clair que si vous fermez votre firewall, plus personne ne peut se connecter à votre architecture. Par contre, ça demande un environnement qui est toujours disponible. Pour MS Exchange, il y a 2 scénarios, bien sûr. Il y a le cloud-based, donc totalement géré par Office 365, et le scénario hybride, avec des serveurs sur site et sur Office 365. Il y a 2 composants importants à avoir. Alors, soit vous êtes dans un environnement Exchange 2010, donc qui le supporte en mode natif, soit il faut installer un serveur 2010, et il y a un serveur qui est gratuit, qui est fourni, qui est un espèce de connecteur. Si vous le faites uniquement pour une période de transition, vous pouvez installer, mais ça demande de toute façon une machine séparée pour pouvoir installer. Donc vous devez installer
le DIRSync, donc le serveur de synchronisation directory. Donc ça, c'est le scénario numéro 2 de tout à l'heure au niveau des utilisateurs. Et ensuite, vous devez avoir votre connecteur Exchange 2010 inter qui va faire le lien avec la partie Exchange. Donc c'est possible, mais c'est pas possible si vous avez un serveur qui fait tout. Il y a un certain nombre de contraintes. Par exemple, le DIRSync, vous pouvez pas le mettre sur un contrôleur de domaine. Enfin, il y a un certain nombre de points. Donc il faut un petit peu d'infrastructure si on veut travailler en mode hybride. Alors, mise en service. Donc maintenant, on va passer quand même à des choses plus agréables, des démos. Ok. Donc, qui c'est qui a jamais vu la console? D'accord. Donc, dans Office 365, une fois que vous avez créé votre environnement, vous avez une console d'administration où vous avez tous les éléments qui sont disponibles. Il faut savoir que vous pouvez donc faire un certain nombre de... vous pouvez envoyer avec le shell, le management shell, vous pouvez envoyer un certain nombre de commandes, donc vous pouvez faire de l'administration assez avancée, et tout n'est pas disponible dans la console. Alors, la première chose à voir, donc quand vous êtes dans une phase de mise en service, je dirais, c'est quel est le plan que vous avez prévu. Et ce qui est très intéressant, c'est que vous avez un outil ici qui vous aide à préparer, à planifier votre mise en service en fonction des scénarios que vous souhaitez faire. Donc, il peut vous proposer un plan standard. Bon, là, j'ai un peu joué. Hein. Donc, si vous allez dans Overview, je dirais que ça, c'est en gros les étapes nécessaires à mettre en service. Et sinon, vous pouvez créer votre propre plan, expliquer ce que vous voulez faire, et en fonction de ça, il va vous définir toutes les étapes, tous les prérequis, etc. Donc si on vient là, on va faire un choix. Donc on va choisir un déploiement. Vous choisissez quelles sont les options dont vous avez besoin. Alors en fait, à quoi ça sert de définir les options? Puisque certains éléments vont demander certaines configurations complémentaires, par exemple au niveau DNS. Si vous voulez intégrer votre domaine, vous devez définir un certain nombre de choses. Au niveau de link également. Donc si vous n'avez pas utilisé une fonctionnalité ou une autre, que vous la décochez, il ne vous montrera pas les étapes de prérequis que vous devez mettre en œuvre. Voilà. Ensuite, vous devez définir quel est votre environnement existant. Donc, est-ce que vous avez un 2003 ou plus, ou est-ce que vous avez que du 2010? Donc là encore, quand vous avez un serveur 2003, c'est un petit peu plus, il y a un peu plus de choses à faire. Donc ça, c'est intéressant. Bon, et puis s'il y a un autre serveur, il va vous proposer aussi les étapes. Voilà. Et là, vous pouvez choisir qu'est-ce que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez faire un déploiement Exchange hybride ou cloud? Alors à ce niveau-là, c'est pas du tout. Il va rien configurer de particulier. Il va juste vous lister tout ce que vous devez faire pour que ça fonctionne. Donc c'est aussi intéressant si vous envisagez de faire un scénario par exemple Exchange hybride et que vous avez du 2003, c'est intéressant de voir les contraintes. Et si vous voyez que vous n'arrivez pas par exemple, vous n'avez pas de serveur disponible pour faire les étapes intermédiaires, vous pouvez ensuite vous pouvez ensuite changer d'avis. Donc, il vous aide aussi, il vous dit que bon, c'est très bien, vous pouvez avoir le même global address book pour tout le monde, c'est un peu plus long, etc. Alors, il y a un certain nombre de gens qui utilisent le scénario hybride pour pouvoir faire une transition qui est plus progressive. C'est-à-dire que si vous avez beaucoup de boîtes aux lettres ou certaines boîtes aux lettres qui sont très grosses ou des utilisateurs plus ou moins sensibles, ça vous permet, en fait, tant que vous êtes en mode hybride, de passer vos utilisateurs par groupe, etc. Et puis ensuite, vous pouvez toujours renoncer à ça par la suite, ou bien laisser de manière permanente. Cloud only, là c'est plus simple. Voilà. Alors, ce qui est intéressant quand on est en scénario hybride, en vrai scénario hybride, vous pouvez déplacer vos utilisateurs, vous pouvez changer d'avis. C'est-à-dire qu'un utilisateur qui est un utilisateur online peut redevenir un utilisateur Exchange, et que si vous avez votre licence online, Exchange online, vous n'êtes pas obligé si vous avez une cale online, vous pouvez remettre votre utilisateur en interne. Vous n'êtes pas obligé de racheter. Ok, donc là, c'est là où vous choisissez le scénario que vous voulez. Est-ce que vous voulez
Excusez-moi, je me réveille. Same set of credentials, donc là on est vraiment dans le scénario complet avec ADFS 2.0. Two sets of credentials, là on va être avec la synchronisation, ou bien new user, new credential. Voilà. Donc je prends le premier scénario, puis on verra ensuite, je pourrai changer, puis vous verrez qu'il y a un certain nombre de... le nombre de prérequis se rallonge. Voilà, bon, vous êtes d'accord. Alors là encore, hein, ça n'a aucun impact sur ma configuration, donc c'est pas grave du tout. On peut changer 15 fois d'avis. C'est juste qu'ensuite, ça vous donne une espèce de plan de travail et même d'étapes donc à visualiser. Alors, premièrement, donc bon, informer ses utilisateurs, ça c'est pas bien compliqué. La première étape importante, c'est de définir évidemment ce qu'on appelle le vanity domain, c'est-à-dire que quand vous créez votre compte Office 365, vous allez avoir le nom de la société que vous avez déterminé, .onmicrosoft.com, donc votre premier utilisateur, ça va être admin. Par exemple, moi c'est admin@3t.onmicrosoft.com. Et ensuite, évidemment, si vous voulez utiliser Exchange avec votre nom de domaine, il faut pouvoir ajouter votre domaine dans l'environnement 365. Donc vous pouvez appuyer là ou bien là. Donc on va regarder. Donc on va un petit peu dérouler les différentes étapes. Évidemment, je pourrais pas tout faire vu que la directory synchronization c'est un petit peu lourd, mais on regardera de manière. Donc si on regarde là au niveau des domaines, alors pour pouvoir ajouter un domaine à l'environnement, donc là vous voyez qu'il y a 3 domaines. Donc le domaine par défaut, je dirais, et puis des domaines qui sont vérifiés. Pour pouvoir ajouter un domaine à l'environnement Office 365, il faut que vous puissiez prouver qu'il vous appartient. Et donc, il y a des étapes préalables, c'est-à-dire qu'au niveau DNS, dans votre serveur DNS, vous devez enregistrer un certain nombre d'éléments qui vont permettre, donc Microsoft va vérifier que ces éléments DNS sont disponibles, et tant que ça n'est pas, le domaine n'est pas vérifié. Et s'il n'est pas vérifié, vous ne pouvez pas avoir des utilisateurs qui utilisent ce domaine. Donc on va ajouter un domaine, peu importe. Voilà. Donc, il vous tient énormément la main. Donc, il vous dit simplement, pour que ça puisse marcher, il nous faut des enregistrements TXT, etc. Et là, il vous demande quels sont les différents DOM. Donc, si vous utilisez, bon, c'est un peu américain, GoDaddy, etc. Mais bon, on va regarder les instructions générales. Donc, en fait, ce qui est important, c'est que vous devez ajouter ces enregistrements au niveau DNS. Pour chaque service, au fur et à mesure, vous avez un certain nombre d'enregistrements à rajouter. Et en particulier pour Link, il y en a certains qui sont marqués comme optionnels. Si vous ne les mettez pas, ça ne marche pas en général. Alors, vous pouvez très bien travailler en plusieurs étapes, c'est-à-dire que le fait de rajouter, vous n'êtes pas obligé de mettre le MX. Ce qui est important, c'est de mettre le TXT. Une fois que vous avez mis l'enregistrement TXT, le domaine est accepté et vous pouvez travailler. Et ensuite, vous migrerez vos MX quand vous voudrez vraiment migrer, surtout si vous n'êtes pas en enregistrement hybride. Mais ça, c'est vraiment une étape indispensable pour pouvoir, voilà. Et donc, une fois que vous avez fait ça, donc si je sors là, puisque je n'ai pas fait ça sur mon domaine, vous allez voir qu'il va m'indiquer que mon domaine n'est pas vérifié. Tant que le domaine n'est pas vérifié, je ne peux pas passer à l'étape suivante. Donc ça, c'est la première chose, je dirais. Alors, sachant que vous n'êtes pas obligé de mettre votre domaine et de vérifier votre domaine avant d'avancer, mais si vous ne le faites pas, c'est comme quand vous ne créez pas de nom de domaine dans votre Exchange, vous allez avoir des noms, vous serez obligé ensuite de modifier, etc. Donc, bon, je dirais que c'est vraiment quand même la première étape à... voilà, donc si vous cliquez ici, il va me dire votre domaine n'est pas vérifié, donc je ne peux pas. Bon, on va un petit peu avancer. Et ensuite, une fois que vous avez vérifié votre domaine, on va regarder plutôt celui-là, vous pouvez associer des services à un domaine. C'est-à-dire que vous, par exemple, nous, sur ce test, on n'a pas mis Exchange, on n'a mis que SharePoint et Link.
Donc, vous pouvez définir, donc vous pouvez mettre autant de domaines que vous voulez. Si vous avez des utilisateurs qui ont des noms, souvent dans les entreprises, vous avez des noms de domaines différents pour des types d'utilisateurs, donc vous avez la même souplesse. Mais par contre, tous les domaines que vous rentrez là doivent être vérifiés. Pour SharePoint, si vous utilisez le même domaine pour Link, Exchange et SharePoint, vous ne pouvez pas utiliser pour SharePoint la racine du domaine. Donc, vous devez enregistrer, en fait, comme un domaine, le nom de votre serveur SharePoint. Donc si vous voulez, je sais pas moi, sharepoint.ttt.ch, vous l'enregistrez comme un domaine complémentaire. Donc ça, je dirais que c'est la première étape. Donc voilà, I'm working on it. Donc si vous décidez de travailler en directory synchronization, c'est à ce moment-là que vous le faites. C'est-à-dire que vous n'allez pas commencer à ajouter vos utilisateurs à la main et ensuite faire la directory synchronization. Vous le faites avant, en préalable, pour pouvoir peupler votre Active Directory. Donc, si vous regardez un petit peu... Donc ça, je dirais que c'est une étape qu'on va regarder uniquement en théorie. Donc vous avez toute la procédure, vous pouvez forcer, donc vous installez l'outil de Directory Synchronization, ensuite vous pouvez la forcer, et ensuite vous faites une vérification. Voilà. Et au fur et à mesure, pardon, excusez-moi, hop. Voilà, une fois que votre Directory Synchronization a été faite, vous allez voir vos utilisateurs Active Directory arriver. Là, on voit que je ne suis pas dans un environnement synchronisé parce qu'il n'y a pas la petite icône. Il y a une petite icône avec les petites flèches qui vous montre que c'est un utilisateur qui est synchronisé dans l'Active Directory. Donc là, en fait, on a créé des utilisateurs indépendants, je dirais. Donc, au niveau du management des utilisateurs, donc quand vous êtes en Directory Synchronization, il y a un certain nombre de choses que vous ne faites pas ici, mais d'autres que vous pouvez faire soit ici, soit avec la console. Donc, quelles sont les dispositions associées aux utilisateurs? Alors, pour chaque utilisateur, vous pouvez choisir. Alors là, en fait, ce sont toutes les licences. On le verra un peu plus tard où est-ce qu'on achète des licences. Mais c'est tout ce qui est disponible dans votre environnement. Donc, on vous dit combien vous en avez acheté, combien sont disponibles. Et à l'intérieur d'une licence, vous pouvez enlever une ou l'autre option. Alors, si par exemple vous avez un utilisateur qui doit avoir que Link Online Plan 1, c'est pas la peine de lui donner une licence E3 qui coûte une fortune et de tout décocher. Vous achetez les licences, parce que ça, le fait que vous décochiez des options pour un user sur une licence ne va pas faire baisser votre abonnement. D'accord ? Donc il faut vraiment que vous enregistriez les abonnements au fur et à mesure des utilisateurs. Vous avez un certain nombre de fonctions pour l'utilisateur. En termes d'accès, vous avez un certain nombre d'accès administratifs qui sont possibles. Et c'est une gestion par rôle. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des billing administrators, global, password, service, user management. Donc si vous avez des gens qui ont des droits morcelés, le fait de donner un rôle, le billing administrateur pourra rentrer dans la console, voir le statut de facturation. Le password administrateur aura le droit de resetter les passwords, mais pas les autres fonctions. Donc il y a ces petits rôles qui sont définis. Évidemment, l'utilisateur de base n'a pas de droit d'admin particulier. Vous pouvez bloquer les utilisateurs, donc le sign-in. Si vous avez un utilisateur qui vient de quitter l'entreprise, bah, vous le bloquez, donc il peut plus se loguer. La localisation de l'utilisateur, c'est une chose qui est importante. Certains services, en particulier dans Link, ont des restrictions en fonction de la localisation. Par exemple, on n'est pas censé pouvoir téléphoner à plusieurs. On peut faire une phone conférence en Suisse. Normalement, c'est 2 utilisateurs. Alors, on a testé, ça marche. Donc, voilà. Mais ça, c'est important. Et puis, les droits administratifs. Bon, ça, c'est que pour les partenaires. Donc, on a vu ces différents éléments. Et les détails, en fait, donc, si vous êtes en synchronisation Active Directory, ces détails vont arriver de l'Active Directory, donc vous n'êtes pas obligé de revenir tout changer. Voilà. Et là, vous pouvez changer les paramètres Exchange spécifiques à l'utilisateur. La notion de groupe de sécurité. Pardon, excusez-moi. Bon, c'est une application web, hein, il faut faire save ou cancel. Donc, vous avez un certain nombre de groupes de sécurité qui sont prévus. Donc, ça, c'est les groupes qu'on a rajoutés manuellement. Pareil, vous allez avoir les groupes qui vont arriver. Vous pouvez travailler. Et là, vous voyez que
puisqu'on est dans la gestion des utilisateurs et des groupes, à chaque moment, vous pouvez changer de système. Vous pouvez setup le single sign-on ou setup l'Active Directory. Donc, vous pouvez passer d'une étape à l'autre. Par contre, si vous avez déjà créé vos utilisateurs à la main et qu'ensuite vous voulez passer à la synchronisation AD, vous allez avoir un peu des soucis avec les UPN. Voilà. Donc ça, c'est la partie, je dirais, utilisateur. Et ensuite, alors, la partie, je dirais, licence, c'est là où vous avez tous les plans. Donc tout ce que je vous ai raconté dans la première partie, vous avez soit des plans globalisés, soit bien cachés dans un coin. Vous dites Other. Là, vous avez les fonctions plus morcelées. Donc si vous voulez acheter que du Exchange plan 1 ou que du Link Online plan 2, etc., vous les avez. Mais si vous faites des additions, vous verrez que les plans cumulés, les bundles, sont quand même très intéressants. Okay. Et une fois que vous avez fait vos petits achats, vous avez ici un récapitulatif donc, de vos licences, de ce qui est valide, de ce qui est expiré, de ce que vous devez... de ce que vous pouvez utiliser. Donc là, par exemple, j'ai acheté un plan 3 et puis je l'ai assigné à personne, donc c'est disponible. Vous avez un certain nombre de fonctions de support. Alors, donc plan E. Donc le support est très utile, donc on va travailler en mode service request. Vous avez un certain nombre de fonctions pour analyser l'état des services. Et donc, par exemple, là, vous pouvez voir que il y a des informations, s'il y a des services interruptions, des mises à jour qui ont été mises à jour. Donc là, ça vous permet vraiment de savoir ce qui se passe, service par service. Et c'est localisé, c'est-à-dire que au niveau de l'architecture Office 365, vous avez des data centers qui sont par région. Donc ici, on est en Europe, c'est Hollande et Irlande. Donc, en fait, les informations que vous avez là de service L, c'est en fonction de la région où est votre organisation. Quand on revient sur la... Donc, vous avez créé vos utilisateurs et vos groupes de sécurité. Ensuite, on va travailler sur chaque type d'application. Donc, quand vous revenez ici, vous avez l'administration, console d'administration Exchange, le Link, le SharePoint, et puis les Office Desktop App. Au niveau des downloads, sur le côté, donc vous avez toujours des ressources. Au niveau des downloads, vous allez avoir tous les éléments dont vous avez besoin pour vos clients, en fait. On va pouvoir récupérer un certain nombre de choses. Vous avez les paramètres pour les emails sur mobile phone, etc. Donc, dans la console Exchange, donc la console Exchange, donc vous pouvez récupérer des utilisateurs par des CSV si vous n'avez pas travaillé en synchronisation. Et vous avez donc, pour chaque utilisateur, un certain nombre d'informations, ce qui est autorisé, ça, c'est les paramètres, je dirais. Vous pouvez définir des stratégies d'attribution de rôle. Donc, qui est-ce qui utilise les stratégies dans Exchange 2010 ? Enfin, vous avez exactement les mêmes fonctions. On peut définir des stratégies de rétention. Donc, les stratégies de rétention, c'est si vous voulez définir que certains types de dossiers sont effacés au bout d'un certain temps ou que vous bloquez, etc. Donc, vous pouvez définir de manière globale les stratégies de rétention et ensuite les appliquer aux utilisateurs. Et vous pouvez activer des fonctionnalités de boîte aux lettres. Par exemple, en particulier, l'archivage et la suspension pour litige. Donc la suspension pour litige, c'est que si vous avez un litige sur un compte d'utilisateur, le fait d'activer cette fonctionnalité bloque la boîte aux lettres en lecture, mais elle sera disponible pour un audit, etc. Et vous avez aussi la possibilité donc d'activer la messagerie unifiée. Donc là, il faut avoir
le serveur de messagerie unifiée. Donc là, bah, vous avez exactement les mêmes fonctions. Vous avez des groupes de distribution. On peut définir des contacts externes. Hein, donc nous, on a défini... donc voilà. Et donc, quand vous êtes en phase de migration, si on a fait l'Active Directory Synchronization et qu'on est en phase de migration, eh ben, on peut migrer les contenus de boîte aux lettres. Vous pouvez avoir un suivi. Donc c'est un petit peu le même principe qu'une migration classique. Hein. Vous pouvez voir les boîtes aux lettres qui ont été déplacées, le statut, etc. Donc c'est la même chose que dans une migration vers 2010 classique, c'est-à-dire que l'utilisateur qui passe de on-premises à online va avoir sa petite déconnexion à la fin, donc quand la boîte aux lettres est complètement passée, exactement de la même façon que vous l'avez dans la fonction. Et il n'y aura pas de reconfiguration de la boîte aux lettres si vous êtes donc en mode hybride. Les rôles, donc là c'est exactement c'est très proche de ce qu'on va retrouver dans Exchange. Vous avez le Organization Management, etc. Les rôles d'utilisateurs, donc vous pouvez créer des rôles spécifiques. Alors l'audit, ça c'est un élément important. Vous avez la possibilité d'auditer quelles sont les tâches qui ont été faites. Par exemple, vous pouvez regarder un rapport d'accès de boîte aux lettres par des non-propriétaires. Donc, puisqu'il est possible de faire un accès ou une modification quand vous n'êtes pas propriétaire, si on vous en donne les droits, ça c'est un contrôle qui vous permet donc de valider qui est rentré à la boîte aux lettres de qui, etc. Vous pouvez faire aussi un rapport de suspension pour litige. Donc, vous pouvez voir quels sont... Bon, alors, évidemment, ça dépend de la taille de votre organisation. S'il y en a un, c'est pas nécessaire. Mais quand vous êtes dans une grosse structure, vous pouvez savoir qui... Par exemple, mettons que vous ayez quelqu'un à bloquer une boîte aux lettres pour litige et quelqu'un d'autre l'a désactivé derrière. Donc, ça permet de le suivre. Bon, là encore, tout dépend de la taille de votre organisation. Vous pouvez aussi voir quels sont les groupes de rôles d'administrateurs, etc. Bon, pour savoir qui a les droits, etc. Vous pouvez aussi regarder, exporter les journaux d'audit des boîtes aux lettres, etc. Donc en fait, ça vous permet d'avoir un suivi en termes de sécurité. L'administrateur Exchange n'est évidemment pas quelqu'un qui a accès à toutes les boîtes aux lettres. Donc tant qu'il n'a pas les droits sur la boîte aux lettres, il ne pourra pas voir le contenu des emails. Donc je dirais que ça ressemble quand même beaucoup à ce qu'on connaît dans le Exchange traditionnel. Contrôle de messagerie, bah là c'est pareil, vous pouvez définir des règles, des stratégies de rétention de messages, les mêmes règles que vous allez pouvoir définir, des règles de boîte aux lettres, si c'est tel utilisateur, vous transférez le message pour approbation, vous redirigez, vous bloquez, etc. Donc vous pouvez définir toutes ces fonctions. Et là, si vous avez un plan de messagerie unifiée, si vous avez une passerelle IP de messagerie unifiée, et ben à ce moment-là, vous allez pouvoir le paramétrer ici. Donc, la console Exchange fournit quand même un certain nombre de fonctions online. Par contre, vous pouvez en plus, avec le management shell, aller plus loin et les commandes vont fonctionner. Au niveau du SharePoint, ou du link, au niveau du link, il y a surtout un ou deux éléments importants. Alors, au niveau du link, il y a une notion qui est importante, c'est la Domain Federation. C'est-à-dire que vous pouvez définir que vous voulez utiliser link que en interne, c'est-à-dire que vous ne pouvez faire du link qu'avec les gens à l'intérieur de l'entreprise, ou bien vous pouvez ajouter alors, voilà, c'est ça. Vous pouvez dire, je travaille avec personne je veux travailler avec tout le monde sauf ceux que je bloque. Je veux bloquer tout le monde sauf ceux que j'accepte, ou je n'accepte pas la Domain Federation. À quoi ça sert? Nous, on a beaucoup de clients qui travaillent, avant qui travaillaient avec
avec le chat, mais on retrouvait mélangé tout ce qui était entreprise et tout ce qui était copain. Donc ils ont pris Link et ils n'acceptent que les domaines qui sont d'autres organisations avec lesquelles ils travaillent. Donc on ne peut pas rajouter en tant qu'utilisateur à ces contacts. Si vous laissez complètement ouvert l'external communication, on peut mélanger. Par exemple, on peut avoir un contact MSN dans Link, donc on peut avoir des fonctions communes. Si vous avez vos clients MSN que vous aviez l'habitude de travailler avec eux, vous pouvez continuer à communiquer avec eux avec Link. Donc ça, c'est, je dirais, des règles particulières que vous choisissez. Ok. Et donc là, si vous dites tout le monde sauf ceux que j'ai bloqués, bah, vous pouvez bloquer les domaines de spam, etc. Vous pouvez aussi définir le mode de présence. Alors, Link, voilà le client Link. Donc, vous avez le mode de présence. Donc, vous pouvez dire que vous ne l'affichez pas nécessairement. Seulement, vous voulez montrer votre présence uniquement à vos contacts. Et donc, ça le fait au niveau de toute l'organisation. Et puis, vous pouvez avoir un service de notification pour les utilisateurs mobiles, donc push pour l'iPad ou pour Microsoft, qui vous permet de voir qu'il y a une notification de connexion sur les utilisateurs mobiles. Et donc si vous ne le faites pas, quelqu'un qui va être sur un device Apple, par exemple, ne verra pas l'information de présence. Donc ça, c'est le... Et donc, si on a le Exchange Online Unified Messaging, on peut définir des numéros d'accès par utilisateur, donc qui vont permettre de faire le lien avec Link. Là, je vous rappelle que je suis en mode plan E3, donc tous mes utilisateurs pourront avoir ces fonctionnalités. Alors, oups. Alors, au niveau de la console d'administration de SharePoint, alors, c'est là où vous allez avoir un certain nombre de paramètres, je dirais, globaux d'administration de SharePoint, et sinon on le retrouvera directement sur le site. Il y a une chose dont je n'ai pas parlé, c'est que quand vous vous loguez dans le portail.microsoftonline.com, dépendant de l'utilisateur que vous êtes, vous avez différents éléments qui sont disponibles, et donc c'est mélangé, vous voyez un petit tiret, donc les parties administration et les parties utilisation. Donc quand je ne suis pas admin et pas partenaire, bah, ces deux éléments ne sont pas disponibles. Par contre, je peux accéder directement ici à mon site web, à Outlook ou à mon TeamSite. Donc, la notion des collections de sites. Donc, comme je vous l'ai dit, vous avez la possibilité d'avoir 300 collections de sites. Alors là, vous voyez que j'ai un site web et des collections de sites. Alors, le site web, c'est un espèce de petit truc. Vous pouvez en créer qu'un seul, hein. Site web public. C'est une espèce de petit truc qui est accessible en mode anonyme. Et en fait, c'est une version ultra light. Alors, je vais vous montrer notre... C'est un micro CMS. Donc, où on peut, en fait, si je me connecte, on peut créer des pages, mais c'est vraiment très restreint. Vous n'avez pas de liste, pas de bibliothèque de documents, pas de calendrier, aucune. Donc en fait, si vous voulez, là, je suis en mode de travail. Évidemment, je suis dans une bibliothèque. Moi, j'ai l'air d'être dans SharePoint. Tout le monde connaît SharePoint ou ouais. Donc on a l'impression que c'est du SharePoint. J'ai des pages, j'ai des images, je peux stocker des images. Mais si vous regardez une page, par exemple, je sais pas moi. Voilà ce que je peux faire. C'est une page où je peux choisir de la disposition, je peux taper du texte, je peux mettre une feuille de style, et puis c'est à peu près tout. Et je peux insérer quelques petits trucs très basiques. Par exemple, attends, où est-ce qu'ils sont je vois rien. Ah oui, je peux choisir le menu en haut à droite, et puis voilà, donc c'est quand même, voilà, insertion, pardon. Je peux rajouter une carte, un peu d'HTML, etc. Donc c'est vraiment pas, si vous pensez qu'Office 365 c'est l'outil qui va vous permettre d'utiliser SharePoint pas trop cher pour faire vos sites web, non, voilà. C'est dommage, on aurait bien aimé, mais bon.
Alors, au niveau du SharePoint, vous devez ensuite, donc dans vos collections de sites, vous pouvez définir un certain nombre de propriétés et vous pouvez surtout définir pardon. Hop. Vous pouvez définir au niveau de la collection de sites, je n'ai pas forcément les droits, est-ce que vous acceptez les utilisateurs externes? Donc à partir du moment, si vous voulez mettre à disposition de vos clients, d'utilisateurs qui n'appartiennent pas à l'entreprise, certaines parties de votre site SharePoint, vous devez déjà, dans l'administration de manière globale, c'est par collection de sites que vous le définissez, accepter ou non, activer ou non l'acceptation d'utilisateurs externes. Et ensuite, l'utilisateur externe, vous allez pouvoir, je vais vous le montrer, vous allez pouvoir inviter quelqu'un et ce quelqu'un va recevoir un email. Pour pouvoir se connecter, il faut qu'il ait un identifiant Microsoft Live. Donc, si vous comptez inviter quelqu'un, demandez-lui s'il en a déjà un. Et sinon, il faut qu'il déclare un identifiant Microsoft Live qui correspond à l'adresse email que vous avez définie pour qu'il puisse se connecter. Jusqu'à quelle heure? Je suis un peu dépassée, je crois. C'est maintenant. Oups. Bon, j'ai un peu dépassé. Donc, dernière chose que je voulais vous montrer, c'est du côté du client. Alors l'expérience client, en fait, elle est identique que vous soyez sur 365 ou sur un Exchange classique. Donc là, j'ai l'agent Link. Bon, j'ai beaucoup de boîtes, donc ça met un peu de temps. Donc sur mon Outlook 2010, pendant qu'il rame, j'ai 2 comptes Exchange internes, on-premises, donc compte Exchange normal, et 2 comptes Exchange, ça c'est un compte 365, et ça c'est un autre compte 365, qui lui est associé à un domaine, et donc vous n'avez pas de différence particulière. Vous avez par contre, ce qui est bien agréable, toutes les fonctions d'intégration. Alors, si je veux avoir les fonctions d'intégration de Link, il faut que je sois sur le compte correspondant, c'est-à-dire je suis logué dans Link comme 3t.microsoft.com, donc il faut que ce soit cet utilisateur pour avoir les indicateurs de présence, pouvoir inviter les gens, etc. Voilà, donc j'ai fait un petit peu le tour d'horizon de ce que vous pouvez faire avec 365. Il y a d'autres éléments, comme par exemple, vous pouvez, dans la console d'administration, accéder, si vous avez un BlackBerry Server online qui est disponible, vous devez accepter, et ensuite vous pouvez définir vos appareils BlackBerry. Et vous pouvez aussi acheter la CRM Online. Comme ça, vous avez le même identifiant CRM Online. Donc, vous faites d'abord votre compte 360, puis dans les fonctions, la CRM Online. Et ça vous permet d'avoir un seul identifiant pour toutes les fonctions. Est-ce que vous avez des questions par rapport à... Alors, Lotus Notes, bonne question. Pas que je sache, mais je pourrais regarder. D'autres questions? Alors, donc pour SharePoint, vous avez 10 gigas. Pardon? Alors, vous avez 10 gigas de SharePoint plus 500 mégas par user. Donc, si vous avez 20 users, ça vous donne 20 gigas de SharePoint. Mais vous pouvez acheter de l'espace disque complémentaire. Par contre, c'est clair que c'est très attractif si vous avez un nombre d'utilisateurs relativement restreint et besoin de beaucoup de fonctions. Si vous avez besoin de 500 gigas, là, le coût est à considérer. D'autres questions? Ok, bah, je vous remercie. N'oubliez pas d'évaluer la session.